Bien le bonjour et bienvenue sur l'Enthousiaste, le podcast qui vous fait découvrir des réalités faites main par des personnes qui ont osé essayer. Aujourd'hui, c'est Franck Vogel qui prend la parole. Franck est photographe journaliste. De formation scientifique et ingénieur, il décide de quitter son travail de consultant pour partir 1 an avec son sac à dos et son appareil photo, alors qu'il n'avait jusque-là encore jamais voyagé. La force d'un rêve poussé par un déclic. Ce voyage a changé sa vie, parce qu'il lui a permis de savoir ce qui l'attendait ou non, et de trouver la force pour y arriver. En l'écoutant raconter son parcours avec un grand sourire, que j'espère que vous entendrez, j'ai réalisé la puissance des rencontres et des opportunités qui ne sont pas que le fruit du hasard. Par exemple, il est allé vivre avec les Bishnoi, un peuple vivant en Inde connu pour être les premiers écologistes au monde. Mais ça, c'est une aventure que je lui laisse le plaisir de vous raconter pendant cet épisode. Je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Franck. Eh bien bonjour Franck Vogel et bienvenue sur l'Enthousiaste. Bonjour. Alors, la première question est toujours de vous présenter de la manière dont vous le souhaitez pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Alors, je suis photographe, réalisateur aussi, documentaire et conférencier, c'est principalement ce que je fais. Et je travaille sur les sujets environnementaux, sociaux, géopolitiques. Le sujet, entre guillemets, pour lequel je suis connu le plus connu, c'est sur les Bishnoi, les premiers écologistes au monde en Inde. C'est ça qui m'a fait connaître mondialement et vivre de la photo. Voilà. D'accord. Et donc... Là, vous venez d'une formation plutôt scientifique et d'ingénieur, à la fin de laquelle donc, vous avez décidé de devenir photographe, si je ne me trompe pas. Oui, alors pas à la fin exactement. En fait, j'ai fini cette formation à l'Agro-Paris. Et après ça, j'étais consultant moins d'1 an dans un cabinet de conseil américain. Et après ça, j'avais déjà des idées de partir en voyage. Et donc, je suis parti pendant 1 an en stop. En Afrique, en Asie, pendant 1 an et $2-3 par jour, parce qu'en fait, j'avais réussi à trouver des sponsors C'était en 2002, donc c'était en 2001 que j'ai cherché les sponsors. J'avais réussi à en trouver quelques-uns. Et il y a le 11 septembre 2001, avec le crash à New York, et j'ai perdu 90% de mes partenaires. Donc je me suis retrouvé avec 1 500 €. Au lieu de combien ? Au lieu de 15 000. Ah oui. Pour faire 1 an de voyage. Donc j'avais 1 500 €. Qu'est-ce que je fais ? J'avais pas le choix. Donc en fait, j'avais rencontré un monsieur qui avait fait le tour du monde dans les années 60-70 avec $1 par jour en stop. Il s'appelle comment ce André Brugiero. D'accord. Il a plus de 80 ans maintenant et toute sa vie il a voyagé. Enfin c'était sa vie en fait. Et bon, toujours, il continue encore à voyager, je pense. Enfin, je sais pas exactement son état de santé aujourd'hui, mais en tout cas, c'est l'homme qui a vu le plus de territoires au monde. Il est dans le Guinness Book des records et il a que vécu, il a fait des conférences, enfin bref, Et ça a été une inspiration pour vous ? Et en fait, lui, je l'ai rencontré, c'est par l'intermédiaire d'un ami qui m'a parlé de lui et j'ai pu le voir, j'ai pu le rencontrer et il m'a dit, avec ton histoire là, perdu tout l'argent, lance-toi dans le stop. Et il m'a dédicacé 2 de ses livres, La Route, donc autour du stop, et un autre, son best-seller, c'est La Terre n'est qu'un seul pays. Et voilà, et donc je me suis lancé, je suis arrivé à Nairobi en avion, et après c'était un peu chaud, j'avais très peur, au bout du 4e jour je voulais rentrer parce que c'était vraiment dangereux, il y avait beaucoup de street boys, beaucoup d'attaques, c'était compliqué, la nuit il fallait pas être dehors, c'est très très dangereux. Et j'avais pas d'argent, j'étais dans un dortoir miteux, enfin on me dit tu peux pas sortir avec ton argent, avec ton appareil photo, avec ton passeport, c'est dangereux. Je dis qu'est-ce que je vais faire quoi. Et finalement je me suis le 4e jour je me dis je rentre, c'est pas la peine, c'est pas fait pour ça, t'es ridicule d'être là. Et finalement en fait j'avais ça en tête et je me voyais rentrer et je me dis si les gens me voient, si les amis me voient, c'est un peu le gars qui a fait le tour du monde en 4 jours, quoi, la honte absolue, quoi. Donc je voulais pas, je voyais le boulet que j'allais tirer toute ma vie, et je dis c'est pas possible. Il faut que je me ressaisisse. Et en fait, cette honte, elle m'a donné une énergie de dingue pour d'aller vers l'autre. Et donc je commence à discuter avec le cuisinier de la guest house, et il m'a dit va voir mes parents si tu veux, ils sont en forêt là-bas, ils sont à 150 km de là, essaie de les voir. Et en fait, comme ça, je suis parti. Et au final, j'ai réussi à
Je suis parti et ça s'est plus jamais arrêté en fait pendant un an. Et j'ai tenu et donc je savais jamais où j'allais être. En gros, j'étais sur le bord de la route. Je savais pas où j'allais dormir, ni avec qui, il y avait pas de téléphone portable, j'avais pas d'internet, j'avais rien en fait. Juste une petite carte, voilà, mais c'était très basique quoi. Et basta. Et aujourd'hui, c'est super simple avec Google Maps et tout, on peut se repérer. Là, j'avais rien et aucun contact, zéro contact. Donc en fait, je me laissais porter complètement par. C'est rigolo parce que là, samedi, on est allé enregistrer un épisode avec un aventurier qui s'appelle Corentin Leduc. Et il nous disait que pour lui, en fait, l'aventure, elle commence le jour où on veut rentrer chez soi. Parce que c'est trop dur et que voilà, ça va pas et qu'on veut rentrer. Et que, c'est là où ça commence vraiment. Et que quand lui, il est parti une des premières fois, il est parti en Écosse, et ça a été la même chose. Il était pas très bien préparé, c'était sa première aventure. Et là, il s'est dit, non mais c'est pas possible. Je veux rentrer, et il s'est dit exactement la même chose, mais je ne peux pas, pas, et ça lui a donné aussi cette force d'aller au bout et de se dire non. Je trouve ça assez inspirant de se dire que en fait c'est un peu une force qui est commune finalement, peut-être entre les histoires de chacun et on arrive à en faire un moteur. Et c'est rigolo parce que vous parliez, parce que du coup j'ai un petit peu sillonné votre site. Que ce tour du monde, c'était initialement un rêve de tour du monde photographique. Est-ce que c'était un rêve que vous aviez depuis longtemps ? J'avais envie de voyager depuis longtemps. En fait, quand j'étais petit, j'adorais les mystérieuses cités d'or. Ok. Et c'est quelque chose, donc j'ai toujours voulu voyager, mais j'ai jamais voyagé en fait. Moi, je suis d'Alsace, un petit village, voilà, j'ai jamais voyagé en fait de ma vie. Et mes parents étaient, un petit village, on voyageait pas, c'était une famille d'agriculteurs, bref, donc j'ai pas vraiment voyagé, un tout petit peu. Premier voyage entre guillemets que j'ai fait dans les Alpes, on est parti en vacances, j'avais 12 ou 13 ans, j'avais jamais, voilà. Et la mer, j'ai dû la voir, je sais pas quel âge, non, un peu, 14 ans, mais pas avec mes parents, un copain qui m'a emmené avec ses grands-parents, mais voilà, en fait le truc c'est, donc j'avais aucune expérience du voyage, aucune. Et le stop, pas du tout non plus, rien du tout. Ah, c'était la découverte complète, je me suis jeté à l'eau complètement. Ah ouais, je connaissais rien. Et il y a eu un déclic où vous vous êtes dit je prends ce risque-là et j'y vais. Qu'est-ce que en fait, je me suis dit il faut que je le fasse. À un moment, je savais que c'était maintenant qu'il fallait le faire. C'était pas plus tard, une fois qu'on a un boulot fixe ou une famille ou autre. Là, ça devient très très compliqué. Et il fallait que je le fasse à ce moment-là. C'était maintenant ou jamais, quoi. Et je dis j'ai envie de voyager, j'ai envie de rencontrer l'autre, j'ai envie de... Et surtout, je voulais aussi savoir un peu ce que j'avais à faire sur Terre. En fait, chercher un peu ma mission. C'était ça aussi. Donc je voulais faire des photos, parce que j'aimais ça, c'était une passion, mais comme ça. Hein. Donc j'ai fait des diapos à l'époque, il n'y avait pas de numérique. Et ça, vous êtes tombé comment dans la photographie ? La photo, c'est quelque chose que j'aimais bien. Je me rappelle... quand j'avais 14 ans, j'avais eu la confirmation, bref, donc j'avais demandé de l'argent pour acheter un appareil photo, et donc j'avais eu un peu d'argent, donc j'ai acheté un appareil photo. Mais comme ça, j'avais jamais fait de photos avant, hein. Et j'ai fait des photos, et les gens me disaient toujours tes photos sont bizarres. À l'époque, je mettais jamais d'humain dessus. Ça a beaucoup changé, hein, mais à l'époque, pas d'humain. Et quand je partais en vacances, des fois, il n'y avait jamais d'humain dessus. Et donc ils comprenaient pas, mais qu'est-ce que tu fais, tu m'aimes même pas ton copain, machin, tes amis. Je dis non, ça m'intéresse pas. Et bref, donc c'était comme ça, mais j'aimais ça, mais comme ça, pas plus que ça. Et après, en fait. Donc vous avez appris tout seul à utiliser complètement. Ouais, j'ai appris tout seul. Et ce voyage, c'était un peu pour voyager, mais aussi faire des photos, mais comme ça, parce que j'aimais ça, mais pas plus que ça non plus. Je voulais pas devenir photographe. C'était pas du tout l'objectif de ce voyage-là. Du tout. C'était juste voyager, découvrir le monde et me faire une expérience par moi-même du voyage. Et surtout, j'avais aussi envie, il y avait un côté un peu mystique. J'avais envie de savoir un peu, découvrir différentes religions, voir un peu, moi c'était le bouddhisme qui m'intéressait potentiellement le plus, mais bon, j'ai testé plein de trucs, comme j'étais dans une famille où je savais pas où j'allais être, j'ai en Afrique du full gospel, du pentecôtiste, du adventiste, plein de trucs différents, après hindouisme, bouddhisme en Inde, et même des sectes, bref, j'ai expérimenté pas mal de choses. Je voulais apprendre la méditation pour essayer de savoir un peu, je pensais que ça pouvait m'aider. Et j'ai appris réellement la méditation de l'Himalaya indien. Et le
déclic, c'est un moine américain que j'avais rencontré là-bas, ça faisait 8 ans qu'il s'était converti au bouddhisme. Et donc il m'a expliqué en bon anglais un peu quelques techniques et que j'ai fait sur place, mais j'ai pas vraiment réussi à m'élever, ça n'a pas trop fonctionné, mais le déclic s'est produit en Birmanie, dans un monastère tout au nord, avec le moine supérieur qui m'a pris un peu sous son aile et qui m'a dit si tu veux méditer, on médite ensemble, mais on va le faire à ma façon. On va faire 4 heures par jour pendant une semaine, non-stop. Donc toutes les 5 heures, on médite, 1 heure. Et c'était l'enfer, quoi. L'enfer. Vous preniez aucun plaisir à faire ça? Non, mais c'est horrible. J'avais mal partout. Mon corps me disait arrête. J'avais mal partout. Et essayer d'être assis en demi-lotus, au bout de 20 minutes, j'avais un peu mal, machin. Et après, c'est de plus en plus mal, quoi. Et en fait, vous savez que toutes les 5 heures, rebelote, quoi. Et ça s'arrête pas. Et j'en pouvais plus, je m'écroulais des fois, j'étais horrible. Et vous arriviez à penser à des choses pendant... Non, mais tout ce que je voyais, mais c'est la douleur. Oui, et c'était horrible. Donc je pouvais me concentrer sur rien. Il me disait toujours repousser la douleur mentalement. Et je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas j'ai réussi. Le 6e jour, donc c'était sur 7 jours, hein. Le 6e jour, tout à coup j'ai réussi. J'avais plus mal. Et j'ai réussi mentalement à repousser la douleur loin de moi. Et j'avais l'impression de voler, en fait, de flotter. Wow. Mais je flotte pas, hein. Mais c'est comme tous les points de contact qui me faisaient mal, le dos, les jambes, les fesses, enfin tout ça, tous les points qui reliaient au sol, j'avais un mal de chien, vraiment. Et en fait, comme j'ai repoussé la douleur, je sais pas comment, mais ça a marché. J'avais l'impression de flotter, de léviter. Et là, j'ai pu mettre en pratique ce que j'avais appris en Himalaya indien. Donc j'étais focus, ma tête était claire. Et donc en fait, le moine américain qui m'avait expliqué les bases, il m'avait dit une technique assez simple, c'est de s'imaginer mort. Une fois qu'on a atteint cet état de plénitude, entre guillemets, où on est détaché un peu du monde physique, donc de s'imaginer mort et de revoir sa propre vie. Et donc comme on est mort, on est totalement objectif par rapport à nous-mêmes, on est détaché par rapport à nous. Et donc je me suis baladé donc les 7-8 dernières heures de méditation, donc les 2 derniers jours, je me suis baladé dans ma vie en fait. Je suis allé j'ai revu des choses quand j'avais 3 ans. Et donc je me suis vraiment baladé, j'ai analysé et en gros de voir ce qui est bien, ce que j'aime pas. Et au bout de ces 7 heures de méditation, j'avais cet objectif-là. J'ai eu ma réponse, ce que je devais faire sur Terre. C'était pas être ingénieur ou consultant, ça c'était clair. Parce que j'étais consultant, j'ai vu, enfin voilà, c'est clairement pas ça. C'était... en fait, sur le coup, j'étais un tout petit peu déçu, parce que je me dis tout ça pour ça quand même. Et toutes ces années d'études et de travail. Ouais, bon, non, c'était même pas ça, c'était toute cette méditation. Pour ça, je parle même pas des études, c'était pas les études, bon, voilà. Et en fait, j'ai dit, j'ai souffert tout ça pour au final ça, mais au final, c'était très important de le faire de cette manière, passer par la souffrance et tout ça. Et en fait, ce qui en est sorti, c'est 4 choses. Première chose, c'est ce que j'aime vraiment, c'est voyager. Donc ça, le voyage doit faire partie de ma vie. Deuxième chose, c'est rencontrer les autres, rencontrer les gens, les humains. Ça aussi. Troisième chose, je me suis rendu compte que le temps où je voyageais, j'adorais vraiment faire des photos. C'est un truc qui me plaisait fortement. Ça me permettait de voyager, de rencontrer les autres, d'aller vers l'autre, et voilà. Et la 4e chose, c'est, ça c'était un peu plus loin, un peu plus compliqué, je savais pas trop comment y arriver, mais c'était devenir un passeur, inspirer les gens, voilà, véhiculer des messages et d'être un passeur. Et ça, j'ai réussi seulement, ça a mis plus de temps, ça. C'est grâce aux conférences, alors bien sûr il y a les publications et tout ça, mais là où ça passe le mieux, c'est lors de conférences. Et au début je faisais des conférences, mais à un moment je me suis vraiment professionnalisé en tant que conférencier grâce à Eric Orsena en fait. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est qui Eric Orsena ? C'est un académicien de l'Académie française, d'accord, qui est un romancier, enfin bref, et il est... il a fait beaucoup de livres et c'est un conseiller de Macron. Enfin, il était pas conseiller, mais il aurait pu être ministre de la culture de je sais pas combien de présidents là. Tout le monde le voulait, mais chaque fois il a refusé. Il voulait pas être ministre parce que voilà, il voulait être libre. C'est quelqu'un de libre. Il a maintenant plus de 70 ans et c'est un mec génial. Et en fait, à la sortie de mon livre sur l'eau, sur la géopolitique de l'eau, fleuve frontière, avec les 4 premiers fleuves, il m'a appelé en fait. Moi, je le connaissais pas. Hein. Je trouvais que c'était une blague au début, voilà.
Et en fait, il m'a invité à faire une conférence ensemble. Il m'a dit j'ai adoré votre livre, c'est génial. Lui aussi, il avait écrit sur l'eau, sur la géopolitique et tout ça. Et il m'a dit ça serait bien que je dois faire une intervention à la COP22 à Marrakech. Et j'aimerais bien qu'on la fasse ensemble, si vous êtes dispo. Je dis bon bah ok. Et 2 semaines après, on était à Marrakech ensemble, on se connaissait pas, on se rencontrait là. Et c'était génial, on est devenus potes. En 3 jours, on a passé 3 jours ensemble et on a fait quelques autres confs après en revenant à Paris. Et il m'a dit mais attends, mais t'es super bon en conf, il faut que tu fasses ça. Et je dis bah bon, machin. Et non mais tu sais, c'est bien rémunéré. Je dis ah ok d'accord. Donc il m'expliquait un peu tout le truc. Et en fait, je suis passé par son agence. Voilà, c'est l'agence à l'époque qui le représentait. Et donc, voilà, je suis aussi représenté par cette agence depuis, mais ça s'est vraiment développé là, tout récemment. Enfin, vraiment, ça a pris un gros coup d'accélérateur. Et voilà, donc là, j'interviens assez régulièrement, en fait, pour souvent des gros cabinets de conseil, des banques, ça inspire, en fait. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'oxygène, ils ont besoin de rêver, voilà. Parce qu'ils sont dans leur moule en quelque sorte. Et donc au final, donc, mon rôle de passeur, je suis aussi intervenu dans les grandes écoles. J'ai fait toute une série pour les grandes écoles, pour Sciences Po, Agro, HEC, ESSEC, enfin toute une série, voilà. Et financée par une fondation qui voulait que je passe le message autour de l'eau, de l'importance de l'eau, et pour les décideurs de demain. Enfin voilà. Donc ça. Ah oui, donc finalement, ce voyage-là d'un an. Ça a changé ma vie, en fait. Oui, c'est ça, ça a été. Nous, on a un concept sur ce podcast qu'on aime beaucoup, qui s'appelle. C'est en gros, c'est la question de et pourquoi pas. C'est un peu cette question, je pense qu'au fond, on a un peu tous, et où on n'ose pas souvent y aller, parce qu'on peut en avoir peur, on se dit j'ai envie de faire ça, mais voilà. Et j'ai l'impression que ce voyage, finalement, ça vous a fait un peu ce déclic de et pourquoi pas, et ça vous a permis d'aller d'avoir cette évolution finalement entre le début et la fin, qui est quand même spectaculaire. Ah complètement. Enfin j'ai su après cette année ce que je voulais et ce que je voulais pas. En fait c'est super simple. Alors beaucoup de gens cherchent, je sais, parce que même moi je savais pas ce que je voulais faire en fait. Parce qu'avant de partir, je pensais prendre un boulot d'ingénieur ou de consultant classique. Enfin j'étais formé pour ça en fait. J'étais en stratégie avant, donc bon, bref. Mais j'ai su, en fait, ce voyage m'a aussi donné la force de savoir réellement ce que je voulais et surtout l'énergie pour y arriver. Parce qu'en final, j'ai mis quand même 5 ans après pour en vivre. C'est super long, 5 ans. Ah oui. C'est super. Et vous faisiez comment ? J'étais au RMI au début, enfin RSA maintenant, ça s'appelle le RSA. Parce que je voulais essayer de faire des photos, je voulais essayer et donc c'était vraiment chaud. La première année, je crois que j'avais gagné 200 € en un an avec la photo, rien quoi. Et ça marchait pas vraiment. Et après j'ai créé un concept de luminaire photo. J'avais exposé à la MINA, c'est la maison de l'agro à la Cité internationale. Et j'avais envie de montrer les images un peu différemment, comme des grandes diapositives rétroéclairées. Et donc j'avais développé avec Hewlett Packard un nouveau concept, enfin une nouvelle matière qui permettait d'éclater la lumière. Donc ça faisait comme une grande diapositive et on voyait pas l'ampoule derrière. À l'époque c'était presque révolutionnaire le truc. Avant on voyait les ampoules, c'est des trucs trop fins. Maintenant aujourd'hui c'est trop, oui. C'est super bien. Y a plus de. Mais à l'époque ça n'existait pas en fait. Et donc je fais ça et donc le rendu était bon, les gens aimaient bien. Après j'ai essayé de développer des lampes plus pour les boutiques design. Et donc j'étais dans un style de couveuse d'entreprise, donc j'ai créé ça. J'ai fabriqué moi-même mes lampes et tout ça, et voilà. Et ça a moyennement marché jusqu'au jour où, donc il y a quelques années qui passent, et où une marque de luxe, en fait, c'était Potel & Chabot, c'est un traiteur de luxe, qui donc un pavillon d'Armenonville dans le bois de Boulogne. Et en fait, ils ont compris l'intérêt, ils ont dit mais c'est super votre truc là, on pourrait pas mettre d'autres visuels, des visuels à nous et autres. Et on aimerait bien présenter ça sur 2 jours, on invite nos meilleurs clients. Encore une belle opportunité. Voilà, donc là j'ai créé ma boîte, parce que là j'ai créé une URL, voilà. Et c'est les premiers vraiment qui m'ont fait confiance, donc je l'ai fait. Et ça a beaucoup plu, vraiment beaucoup plu. Et
2-3 jours après l'événement, j'ai été contacté par la directrice monde des grands événements de chez Moët et Chandon, qui m'a dit c'est génial et tout, il faut qu'on se voit très vite, on a un gros événement à Londres, il faut que vous veniez, voilà, et hop, on se voit, et boum, directement contrat signé. Et pour l'événement à Londres, et après il y a eu d'autres, j'ai fait plusieurs collections pour Roche-Beaubois, dans le monde entier, et en fait c'est ça qui m'a permis de vivre de ce que pouvoir travailler, en gros je travaillais 3-4 mois par an, et le reste du temps ça me finançait mes voyages. Et donc j'ai financé comme ça mes voyages sur les Beach Noy typiquement. J'avais un gros contrat avec Van Cleef & Arpels, une marque de luxe, de bijoux, voilà. Et où j'ai fait des très grandes lampes pour eux dans tous leurs magasins dans le monde. Et voilà, donc en fait, c'était quelques mois de boulot par an, et ça m'a permis de payer mon loyer, et de voyager, et de pas travailler toute l'année. Donc j'ai pas cherché à développer des objectifs que vous aviez trouvés. Voilà. Et les Beach Noy, c'est comme ça que je les finançais, grâce à ça. Et en fait, ça me permettait de financer les choses. Et après, il y a eu la crise en 2008. Ça, c'est le concept de lampe, j'en ai quasiment plus vendu. Toutes les grandes marques, Cartier et autres, vous l'avez déjà fait avec Van Cleef et tout ça. Bon, bref, et c'était très compliqué. J'ai fait banqueroute. Ça a été le moment. Est-ce que vous pensez que ça a été le moment le plus difficile du coup pour vous? Non, parce que je venais de finir les Beach Noy. Et en fait, j'ai fait banqueroute, ça. Et le sujet des Beach Noy que j'ai gardé pour moi et que j'ai travaillé dessus pendant 1 an et demi, je venais de le montrer. J'ai commencé à le présenter, j'étais à Perpignan, à Visa pour l'image, c'est un grand festival international de photojournalisme. Et j'étais là-bas, mais en étant un peu... je connaissais pas les gens. Je connaissais pas les directeurs photo, rédacteurs en chef, du monde, je les connaissais pas. Donc je suis allé au culot, quoi. J'ai attaqué, et je savais que j'avais 5 jours, et si j'arrivais pas à le vendre, mon truc, j'ai arrêté, je reprenais un boulot de consultant. Enfin, c'est clair, hein, parce que là, j'étais au bout. 5 ans, ça faisait trop, et en fait, ça a mordu, quoi. Ça a pris, et tout le monde le voulait. Parce que personne connaissait ce peuple, personne. C'était un scoop. Sarko, à l'époque, qui était président, il avait lancé le Grenelle de l'environnement. Donc en France, déjà, il y avait ça, mais c'était mondial, personne connaissait ce peuple. Donc tout le monde était intéressé, New York Times, de tout le monde, National Geographic, c'était de la folie, quoi. Et donc je suis passé en 5 jours de total inconnu à tout le monde qui m'appelle. Ça doit faire drôle. Hein. Ah, ça va être très drôle, ouais. Très, 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 très drôle. Et les prix sont montés, tout le monde pouvait l'exclure et tout, c'était hallucinant. Moi, au moment, je savais même plus comment gérer, quoi. Je savais pas. Vous avez fait comment pour j'ai géré. J'avais un mentor, un monsieur que j'avais rencontré pendant mon voyage en stop, qui m'avait déjà parlé des Beach Noy un moment, enfin plusieurs années après ce voyage en stop, et qui était un ancien photographe du National Geographic et qui m'a un peu drivé en fait, qui m'a dit il faut que tu prépares quand tu attaques les gens comme ça, il faut que tu aies une presse en gros truc de 30 secondes. Tu présentes ton truc en 30 secondes, en 2 minutes, en 5 minutes et en 10 minutes, quoi. Et voilà, il fallait qu'en fonction du temps que tu estimais qu'ils ont, parce que des fois c'est un bout de table, machin, entre une bière, machin. Ouais. C'est du culot, quoi. Je vous en étais. Toute éventualité. Et voilà, et ça fonctionnait. Ouais, félicitations. Et depuis, ça roule, en fait. Ouais. Et ça va être... Mais du coup, quel a été le moment où le reportage le plus difficile pour vous, si ça n'a pas été ce moment-là? Quoi, le reportage, quoi, entre le moment où vous avez décidé de faire ce tour du monde à aujourd'hui, si ça n'a pas été ces 5 années qui étaient... Là, en fait, c'était pendant ce festival, c'était charnière, en fait. Je savais que je jouais tout. J'avais 5 ans derrière moi. Il n'y avait plus rien à perdre, quoi. Non, j'avais rien à perdre, mais je savais qu'il y avait des chances que ça marche pas non plus. Je sais pas, je pouvais pas dire de ratio, hein. Mais ça aurait très bien pu, je pense, à quelques années près, tout le monde aurait dit, s'en fout, voilà. Mais au final, ça a pris. En France, c'est vraiment parce que Sarkozy avait lancé le Grenelle de l'environnement, ils avaient pareil, ça faisait plusieurs années qu'ils faisaient plus de reportages un peu ethniques, ils avaient arrêté ça. Et là, comme il y avait Grenelle de l'environnement, il y avait ces peuples des premiers écologistes au monde, personne ne connaissait, voilà, quoi. Je me dis, puis quand même, c'est génial. Et ça, du coup, vous étiez allé les rencontrer, les Beach Noy? Ouais, moi je les connaissais pas du tout, en fait. Tout ce qu'on m'avait dit, c'est un peuple qui vit en harmonie avec la nature et l'environnement depuis le 15e siècle, mais au Rajasthan, en Inde, et voilà, quoi.
Je savais pas plus que ça. Et ça, quand on vous a dit ça, vous êtes dit, ça, c'est... Bah, je me il faut dis, que j'y aille. je savais pas au début. J'ai essayé de trouver des choses sur Internet. Il y avait rien, à part un nom. J'avais trouvé Sunil Bishnoi. C'est un informaticien, en fait, et qui fait des sites Internet. Donc, comme il s'appelait Bishnoi, peut-être, je me dis, peut-être un lien. Donc, je lui envoie un email et je lui demande s'il fait partie de cette communauté dont j'ai entendu parler et si c'était vrai. Voilà. Et il me répond. Il me dit, oui, je fais partie de la communauté. Alors, on existe bien, hein, mais moi, j'habite en ville avec mes parents, mais mes oncles et tantes, mes grands-parents, ils habitent dans le désert et tout. Venez, je vais vous montrer. Et hop, je suis parti. Enfin, quelques semaines après, je sais pas. Wow. Et après, l'aventure a vraiment commencé. Enfin, voilà, il fallait que je me fasse accepter. Enfin, c'était génial, en fait. J'ai découvert ce peuple-là, les animaux sauvages qui viennent manger dans leurs mains. Enfin, c'est hallucinant. J'ai l'impression d'être presque au paradis. Hein. C'est un truc assez dingue. Est-ce qu'il y a eu, justement, auprès de ce peuple, un enseignement majeur que vous en avez retiré ? Je pense que ce que j'ai vraiment appris... Alors le peuple, bon, bien sûr, c'est l'harmonie, vivre en harmonie, ça c'est un point très important, que l'homme n'est pas supérieur, ça c'est leur philosophie de base, l'homme n'est pas supérieur ni aux animaux, ni aux arbres, ni voilà, il faut être au même niveau. Et en gros, ils ont réussi à s'adapter à un changement climatique local, qui a eu lieu au XVe siècle, il n'y a eu pas de pluie dans un désert pendant 10 ans. Entre 1475 et 1485, il n'y a pas une goutte d'eau. Donc c'était la famine, c'était l'horreur, les gens qui habitaient là-bas. Et il y a eu beaucoup de morts. Et il y a eu un homme, en fait, qui a une vision, qui leur a dit aux gens qui habitaient là, enfin différentes castes, les Bisnois n'existaient pas encore, enfin c'était plein de castes qui habitaient là. Et il leur a dit, si vous continuez à vivre comme ça, vous allez mourir ici, mais tout le monde, d'ici quelques semaines, quelques mois, il n'y aura plus personne, hein, ça sera totalement stérile, voilà. Ou alors vous allez migrer. Vous allez ailleurs pour voir si l'arbre est plus vert ailleurs. Ou alors, vous restez là, mais vous changez radicalement de façon de vivre. Il faut imaginer à l'époque, les gens, ils mangeaient tout ce qu'ils pouvaient, quoi. Des rats, des souris, tout, quoi. Tout ce qu'ils pouvaient, couper les quelques arbres qui restaient pour revendre le bois, pour manger, enfin voilà, c'était la catastrophe. Et donc il leur a dit, il faut changer radicalement de façon de vivre. Et dans les choses les plus importantes, c'est on arrête de manger de la viande. On devient végétarien. Et surtout, on vit en harmonie avec ce qui nous entoure. L'homme n'est pas supérieur, vous êtes au même niveau, et vous devez respecter les animaux, les arbres, et partager. C'est comme ça qu'il a créé l'écotaxe. Ils doivent donner 10% de leur récolte pour la vie sauvage, les graines pour les animaux sauvages, partager l'eau avec les arbres et les animaux. Enfin, voilà, c'est un partage, une harmonie. Et donc un petit village est né. Et en fait, c'est le bouche à oreille qui a fait que les gens entendaient « Ah ouais, il y a un petit village là, ils vivent plutôt bien, ils se débrouillent et ils s'en sortent. » Et la communauté a grandi. Et aujourd'hui, ils sont entre 800 000 et 1 million de personnes. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Et surtout, c'est un très bel exemple pour aujourd'hui. On vit dans le changement climatique. Là, c'est global. À l'époque, c'était local. Mais c'est une adaptation au changement. Et donc il a créé tout ça en mettant tout ça en perspective et donc il a édicté 29 règles. Et dans les 29 règles, donc il y en a une, c'est plus manger de viande et s'il le faut donner sa vie pour sauver les animaux sauvages. Si un braconnier veut tuer, on est prêt à devenir des martyrs, pas de problème. Et chaque année encore aujourd'hui, il y en a qui se font tuer par des braconniers qui veulent tuer une gazelle, voilà, ou une antilope ou autre. On plante des arbres, on n'en coupe pas. C'est les seuls hindous, parce qu'ils restent hindous, à ne pas couper d'arbres et à ne pas brûler leurs morts pour éviter d'utiliser du bois. Et après, il y a plein d'autres règles sur l'hygiène, sur plein de choses. Et surtout 2 règles très visionnaires. C'est une sur le... En fait, il a créé le congé maternité, le prophète, à l'époque. C'est assez dingue, on est en 1485 quand même. Est-ce que vous savez en France quand est-ce qu'il a été instauré ? Ça aurait été intéressant de... Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je pense 50 ans, 50, 60 ans, pas plus. Faudrait regarder, mais pas si longtemps que ça. En tout cas, moins de 100 ans, c'est sûr. On va dire les paris sont pris. Pardon ? Les paris sont pris. Voilà, les paris sont pris, je sais plus exactement, mais en tout cas, c'est sûr que c'est moins de 100 ans. Et là, ça fait 500 ans, quoi. Okay. Plus de 500 ans.
Et donc il y a ça. Et en plus, une autre règle pour le respect de la femme, c'est donc pendant les règles des femmes, donc tous les mois, 5 jours par mois, c'est repos. Les femmes se reposent, pas de travail dans les champs, voilà. Donc c'est le respect, l'harmonie, voilà. Et c'est vraiment, on se sent plutôt bien dans cette communauté. Vraiment, on sent le respect, on sent, ouais, c'est agréable en fait. C'est une vie douce dans le désert, des fois des conditions un peu dures, mais comme tout le monde vit bien, enfin voilà. C'est pas des gens riches, mais ils sont heureux. Donc finalement, ils sont riches. Voilà. Et ça a été facile de se faire intégrer? Ou ça a été vraiment alors, long faire et accepter fastidieux? par les familles, ça allait. Mais après, faire des photos sur le lieu de pèlerinage, là où le prophète a créé le prophète s'appelle Jamboji, enfin Jambéchoir avec son nom complet. Mais là où il a créé la communauté, ils ont construit un mausolée, un style de petit Taj Mahal, en marbre, avec des feux sacrés où il y a 400 000 pèlerins qui viennent chaque année. C'est en fait quand Sunil m'a emmené au premier pèlerinage où ils allaient, j'ai cru que je rêvais parce que je pensais que c'était quelques milliers de personnes. J'étais là, j'ai dit, mais c'est un monde de fous. Je me dis, mais c'est dingue, mais ils sont tous Bishnoï, tous ces gens-là. Il me dit, pas bien sûr. C'est un pèlerinage Bishnoï. Je dis, ah ouais, ah vous êtes super nombreux en fait. Et c'est là que j'ai pris la conscience de l'importance du nombre. Enfin, je me dis, j'avais à côté de la plaque, quoi. Je pensais vraiment que c'est quelques milliers, quelques dizaines de milliers mais max. comme vous me disiez là juste avant qu'on commence l'enregistrement, enfin vous vous demandiez même si c'était pas un mythe. Ouais, mais là je savais déjà que c'était pas un mythe quand j'étais allé au pèlerinage parce que j'avais passé 2 semaines déjà avec Sunil. Donc j'avais vu, j'étais dans le désert. Passer de mythe à bon, il y a quelques personnes, à se dire, il y en a tant que ça. Et comment c'est possible que personne ne connaissait ça avant? Eh bien, avant de vous découvrir, personnellement, moi non plus, j'en avais jamais entendu parler. Ouais, bah oui. Et je sais pas si vous avez la sensation, vous, que les personnes connaissent les Bishnoï aujourd'hui et qu'on en parle et qu'on les prend un peu peut-être comme manière de trouver des solutions pour demain, pour les enjeux. Ouais, alors moi j'essaie de pousser en s'inspirant d'eux. En fait, comme j'ai fait après un film aussi, France Télévisions m'a demandé de faire un film, donc il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'expositions, beaucoup d'interventions, conférences, tout ça. Et il faut, en gros, moi ce que je dis souvent dans les conférences, c'est on peut s'inspirer d'eux, mais il faut pas faire un copier-coller. Mais l'idée, c'est que c'est une source d'inspiration. C'est un style de colibri, en fait, en quelque sorte. Et chez les Bishnoï, j'ai aussi rencontré un colibri qui a fait changer les Bishnoï à l'intérieur. Il se bat contre la pollution du sac plastique. Parce qu'en fait, il ne se rendait pas du tout compte du problème plastique, les Bishnoï. Sur les lieux de pèlerinage, le plus sacré, il y avait des sacs plastiques partout. Je dis, mais c'est pas possible. Mais ils ne se rendaient pas compte du problème. Ils ne savaient pas. Pour eux, jeter, ça retournait dans la terre. Enfin, voilà. C'est arrivé il y a 30-40 ans, sac plastique. Qu'ils achètent un boulon, une noix de coco, n'importe quoi. Ben, on donnait un sac plastique. Et donc, en fait, sur le pèlerinage, ils font des dunes. C'était pour rendre hommage aux prophètes qui, à l'époque, leur avaient dit de faire des petites dunettes pour protéger leur culture, style de coupe-vent naturel. Et comme ça marchait, pour le remercier, voilà, ils agrandissaient les dunes sur le pèlerinage. Donc c'est pas pour protéger les cultures, mais c'était juste un acte 2 fois. Et donc, il faut imaginer 400 000 personnes 2 fois par an qui viennent prendre du sable, alors avec leur écharpe au début, toc, 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 ils montent, ils libèrent leur sable, hop, ils ont fait leur acte 2 fois, ils redescendent, très bien. Le sac plastique arrive, ils avaient tous des sacs plastiques dans les poches. C'est pratique, machin, et là, ils prenaient du sable dedans, ils remplissaient, donc vous avez beaucoup plus de sable que dans une écharpe. Ils montent, toc, toc, toc. Alors, ils libèrent le sable et ils jettent le sac. 800 000, c'est parce que c'est 2 fois par an, donc 800 000 sacs comme ça à peu près, pendant 20 ans. La marée de sacs, quoi. Sac plastique, c'est l'horreur. Et lui, il s'est dit, il y a un problème. C'est le seul personne dans la communauté. Et il faut que je fasse quelque chose. Et je l'avais rencontré à ce moment-là. Il s'appelle Kamour, un Bishnoï, et je lui demandais qu'est-ce qu'il faisait là, et je voyais que les gens étaient contre lui, qu'ils le repoussaient. Je lui dis, bizarre. Et je lui demande, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, mais je me bats contre la pollution du sac plastique, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas du tout compte de ce qu'ils sont en train de faire là, de jeter tout ça, c'est horrible, regardez, on est censé être les premiers écologistes au monde, regardez, c'est dégueulasse. Et en fait, il m'a dit, bah voilà, c'est ce que je fais, et j'aimerais convaincre les gens, mais ils m'écoutent pas. Et donc moi j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Bon, certains comme ils aiment bien, on en a, ils aiment des fois être bien pris en photo, donc
Il me voyait, il dit oh bah ok, je fais des photos, mais vous ramassez, hein. Voilà, on commencerait comme ça. Et quand le sujet a été vendu, en fait j'avais été invité avant la publication, c'était pour le numéro spécial en France, c'était pour Géo finalement, l'exclu a été vendu à Géo pour le numéro spécial les 30 ans de Géo. Et ça c'était en mars 2009, et en fait en décembre 2008, j'avais été invité par un grand forum sur l'environnement en fait, qui avait lieu à Courchevel à l'époque, et pour présenter en avant-première une expo et donner une conférence lors de ce forum. Et j'ai demandé aux organisateurs si, je leur ai dit, j'ai un ami, Cameron Bichnoi, qui sait pas qu'on le plastique, et ça serait peut-être bien aussi de le faire venir, ça peut être pas mal. Et ils ont dit banco, ok. Bon, c'était compliqué de le faire venir, mais on a réussi. Il est venu, la première fois qu'il prenait l'avion, première fois qu'il sortait d'Inde, première fois que, enfin tout quoi. Il découvre la neige, parce que c'était à Courchevel, voilà, on était dans la station. Il me dit c'est Taj Mahal partout chez vous, c'est tout blanc, voilà, c'est tout beau, immaculé. Et c'est devenu la mascotte, vraiment la mascotte. En plus, il était habillé tout en blanc, c'est devenu la mascotte du forum. Et après ça, on est allé à Paris. Et sur le Champ de Mars, en fait, en allant, je vais vous montrer la Tour Eiffel, on passe, il y avait les poubelles Vigipirate, l'anneau avec la tige. Et il commence à ça, à un moment, je l'ai perdu, je me dis où il est, quoi. Et il était en train de faire des photos et des croquis de cette poubelle. Mais c'est ça que je veux. Il faut des poubelles. Je dis, ouais. Comme ça, les gens ils pourront mettre les plastiques dedans. Ils jetteront plus. Je dis, ouais, il faut que tu m'aides. Je dis, alors, je savais pas du tout comment aller, je connaissais pas de fabricant de poubelles, je savais pas. Et finalement, c'est grâce au film sur les Bichnoi. Donc France Télévisions, enfin il y avait plusieurs chaînes qui étaient intéressées, et France Télé, ils étaient totalement ok pour rester le scénario que moi je voulais faire, enfin le script. Et je leur ai dit, j'aimerais bien suivre un des personnages, je veux que ce soit Kamram, parce qu'il a eu son idée en France, et il veut créer des poubelles. Donc en fait dans le film, on le suit dans le marché où il y a un soudeur qui soude les premières poubelles, il est mis en place, et ça marche. Et en fait, comme il est venu en France, ça a devenu un crédit au sein de la communauté Bichnoi, et ont été moins bousculés, beaucoup plus respectés. Et progressivement, en l'espace de 2 ans, le lieu de pèlerinage est totalement propre. Maintenant, ils ont pris ça en charge, et maintenant, il sort de sa communauté pour passer le message dans d'autres communautés, en fait, pour lutter contre le plastique. Donc finalement, ce dont on pourrait s'inspirer déjà, c'est peut-être de certaines de leurs règles que vous aviez citées, et peut-être d'aller voir ailleurs et voir un peu si ailleurs il n'y a pas des solutions aux problèmes qu'on peut détecter, finalement, à travers cet exemple. Je pense qu'il faut rester ouvert. Ouais. C'est vraiment un joli exemple. Et je pense que le colibri, là, typiquement, c'est un homme seul. Vraiment, un homme tout seul. Tout le monde était contre lui. Toute sa communauté était contre lui. Donc, quelque part, c'est de ne pas lâcher non plus. Si on a une conviction lui, qui fait sens. Ouais. Il a il a les yeux qui brillent encore aujourd'hui. Et pour lui, c'est... il sent un Jamboji, le prophète qui lui tape sur l'épaule, qui lui dit c'est bien mon ami, c'est bien, continue. Oui. On va sortir totalement du sujet des Bichnoi maintenant, même s'il est passionnant et qu'on pourrait, je pense, en parler encore vraiment longtemps. Pour revenir un peu plus sur vous et la photographie. Et je me demandais, je vais essayer de réfléchir à comment je peux formuler ça, parce que j'ai eu plein d'idées. Si on va faire une transition à travers la photographie, ce serait... quelle est la photo que vous avez pu prendre qui vous a le plus marqué ? Je pense que c'est une photo sur le Zambèze, quand j'ai fait le Zambèze, dans la série sur les fleuves, le projet Fleuve Frontière. C'était en fait, sur le Zambèze, il y a complètement à l'ouest de la Zambie, il y a un royaume qui s'appelle le Barazaland. Et le peuple, les Lozi, ils sont obligés de quitter leur village, leur terre, pour aller sur les terres plus hautes, parce que chaque année, le fleuve déborde. Enfin, il y a la crue. Et donc, à la place de faire quelques centaines de mètres de large, il fait jusqu'à 50 km de large. Donc, tout est sous l'eau. Et donc, les plaines sont inondées. Et là où il y avait du maïs ou autre, ça devient un étang de pêche, quoi. Enfin, c'est un lac. Et donc, ils sont obligés, chaque année, de bouger, d'aller sur les terres plus hautes. Donc même le roi a deux palais. Un palais hiver, palais été. Et c'est lui qui donne le top départ, quand tout le monde a les pieds dans l'eau. Et voilà, on migre sur les terres un peu plus hautes. Et donc en fait, c'est des grandes barges pour le roi, des pagayeurs, l'impression de revenir, ils ont des peaux de bêtes autour d'eux.
Et en fait, il navigue sur ces plaines inondées. Donc, il y a une biodiversité de dingue, parce qu'en fait, il n'y a rien avant. Et là, enfin, le nombre de moustiques, on ouvre la bouche, on en mange, quoi. Enfin, j'ai jamais mangé autant d'insectes que je me suis pris en avançant sur des barges. C'est hallucinant, hallucinant. On a l'impression qu'on est envahi, quoi, envahi. Et pendant 7 heures, on le suit, quoi. Sur son énorme barge avec ses 120 bagailleurs. Moi, je dis une toute petite derrière qui suivait avec tout le peuple qui est derrière. Et ça s'appelle sortir de l'eau, ça s'appelle le Kumboka. Et cette image, en fait, donc on voit cette barge avec le roi, avec un éléphant dessus. Enfin, c'est un faux éléphant. Et le roi qui est dedans, qui sent un pagailleur. Et c'est assez magique de voir ça. On a l'impression que c'est un peu surréel. On a l'impression qu'on est sur de l'herbe, mais en fait, il y a 1,50 m d'eau. Et enfin, c'est très atypique. Et surtout, j'ai eu un peu de mal pour faire cette image parce que le ministre de la communication, des médias du roi, c'était un gars totalement corrompu, qui voulait beaucoup d'argent et qui m'a mis énormément de bâtons dans les roues. Et j'ai dû me cacher pendant une semaine. Il m'avait menacé avec le ministre de l'Intérieur, le chef de la police et tout, pour m'extorquer, enfin voilà. Et c'était très compliqué, j'étais caché par des bonnes sœurs dans un monastère, enfin voilà. Et j'ai dû rester caché pendant une semaine parce que en fait, cette fameuse sortir de l'eau, ce Kumboka, a été décalé une semaine au dernier moment par le roi. Parce que, bref, donc, et je savais qu'il fallait que je reste là. Toute l'équipe, le journaliste allemand de Géo, il a dû repartir. Je dis, moi, je suis obligé de rester, quoi. Le chauffeur, j'avais plus de chauffeur, j'avais plus de fixeur, j'avais plus personne. J'étais tout seul, je dis, et c'est là qu'il me menace, quoi. Et donc j'étais tout seul, et je me rappelle, j'ai appelé à Hambourg, je leur ai dit, bon, il y a ça, et ils me disent, fais gaffe, quoi. On vient juste de sortir un mec des prisons birmanes, là, on veut pas encore toi de sortir de prison, je sais pas d'où, en Zambie, tu pèses bien le pour et le contre, et voilà, si c'est très dangereux ou pas, et parce qu'ils m'ont menacé, clairement, enfin plusieurs fois. Et après, j'ai su qu'il fallait que je me cache, et après j'ai tenté tout pour le tout le jour J, et ça a marché, quoi. J'ai rencontré une américaine qui m'a permis d'aller avec sa petite barque, et elle m'a fait passer pour son fils, donc j'étais John, l'américain. J'étais habillé, j'étais le fils de Johan, machin, pendant. Du coup, à chaque fois que vous voyez cette photo, en fait, ça fait remonter plein d'émotions, plein de choses. Ouais, et en plus, cette photo, ouais, c'est magique. Et en plus, cette photo, elle a été élue parmi les 10 meilleures photos de 2019 par Géo. Voilà, donc c'était. Et ça, c'est une photo qu'on peut retrouver sur votre site, par exemple ? Oui, elle est sur le site. Elle a fait la double ouverture du sujet Zambèze dans, je sais pas, 10 ou 15 pays, dans les différents Géos et autres. Mais est-ce que du coup, parce que vous avez beaucoup voyagé, rencontré beaucoup de monde, ça c'en est un bel exemple aussi, tous ces voyages et toutes ces rencontres ont-ils fait évoluer votre vision du monde, des hommes, de la vie par exemple, entre vos premiers voyages à aujourd'hui ? Ouais, alors déjà, pendant le stop, j'ai appris que l'homme, en règle générale, est bon. Et que c'est pas si dangereux que ça. Après, on a toujours un peu peur de l'inconnu. Mais en général, les hommes sont bons, et c'est les gens les plus pauvres qui sont les plus généreux. Ça, c'est clair et net. J'ai été hébergé dans les familles, dans les bidonvilles, dans les trucs, vraiment, ils avaient rien. Et je dormais avec eux, et ils étaient... des fois, il y a une maman qui a pleuré juste parce que, au début, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, elle pleurait de bonheur, quoi. Que je sois juste assis avec elle, manger avec elle, parce qu'ils avaient rien, ils avaient plus de maison. T'es sur une palette, assis à côté du fleuve, ils avaient plus rien. Et voilà. Et elle était tellement heureuse que je sois assis à leur niveau. Et ça... Voilà, elle pleurait de joie, en fait. Et voilà, en fait, ils avaient rien, quoi. Et elle m'a quand même donné un petit morceau de poisson, voilà. Et c'était totalement... c'est assez dingue, en fait. Donc, en fait, l'humain est bon, en soi. Après, il y a on peut le dire le mot, hein, il y a des gros connards sur Terre. Du Poutine en passant par... Il y en a plein, hein. On peut en citer plein. Hein. Mais souvent, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est un peu triste. Mais pour moi, l'homme reste bon, quand même.
Et c'est pour ça que je crois qu'on va s'en sortir de tout ça. Mais ça va être dur, quoi. En tout cas, c'est un joli message d'espoir que vous nous faites passer là, Voilà. mine de rien. On a un auditeur qui se retrouve en fait dans la situation dans laquelle vous avez pu être. C'est-à-dire que lui, il est en études d'ingénieur et il voudrait devenir journaliste, donc un peu comme vous avez pu le faire. Et donc, il a une question qu'il aimerait bien vous poser, qui est qu'est-ce qui fait un bon photographe, selon vous? Qu'est-ce qui fait un bon photographe? Je pense qu'il faut aimer voyager, aimer se surpasser, se dépasser, parce que faire une photo, c'est facile. Avec le téléphone portable, tout, on appuie. Mais c'est pas une photo, en fait. Ça. C'est autre chose. Il faut développer son propre œil aussi. Ça, c'est super important. Et ça, c'est ce on qu'on l'a pas appelle au un début. peu le style du photographe. Ouais, sa Ça. signature en quelque sorte, sa signature photographique, voilà. Donc c'est pas inné. Non, Ça, enfin, c'est au on le travail. développe, on travaille. Alors il y en a qui ont plus un œil que d'autres. Moi, je l'avais déjà un tout petit peu, mais je l'ai beaucoup développé et en fait, on progresse jusqu'à la fin de sa vie en fait, en photo. C'est ça qui est bien. Pas techniquement, voilà. Ouais. Mais je parle comment on conçoit les images, comment tout ça. Et surtout, au bout d'un moment, avec l'expérience, on est beaucoup plus rapide. On sait ce qu'il faut, on sait quand on a besoin de s'arrêter. Ça sert à rien de shooter pendant 10 heures ou 10 jours des mines au fin fond du. Voilà. Si au bout de. La photo, on l'a déjà au bout de 2 heures. Ça sert à rien, c'est une perte de temps. On peut toujours rester, des fois, parce qu'on l'a pas encore. Mais une fois qu'on sait qu'on l'a, quand on a l'expérience, qu'on sait que, ok, là, on a la double page, on a le truc, c'est bon. Next. On passe. Et c'est ça, et ça permet de gagner du temps, d'être beaucoup plus efficace. Et moi, j'aime beaucoup passer du temps avec les gens aussi. Et ça, c'est un point très important, aller vers l'autre et passer du temps. Mais en fait, le fait de savoir que, ok, maintenant c'est ok, j'ai la photo qu'il me faut pour raconter ce morceau d'histoire. La pression redescend, il n'y a plus d'impératif, quoi. Sur ça, et après je peux faire d'autres choses et me focaliser sur d'autres, une autre histoire. Et des fois, il y a des. Moi, j'aime toujours encore aujourd'hui, des fois, me mettre sur le bord de la route et voilà quoi. C'est toujours cool quoi. Parce que c'est l'inconnu et c'est génial ça. La recherche de l'inconnu. Et justement, on peut rebondir sur ce mot inconnu qui est est-ce que vous avez d'autres, et pourquoi pas, disons, ou projets à venir vers, par exemple, cet inconnu, justement? On est en train de monter un nouveau festival. Alors ça, c'est un inconnu complet pour moi. J'ai jamais monté un gros festival comme ça autour de l'environnement et l'innovation pendant les JO. Donc finalement, un fil rouge aussi autre que la photo dans votre façon de faire les choses, c'est l'environnement. Oui, en fait c'est ça. Le fil rouge c'est ça, c'est l'environnement, essayer de passer les messages. En fait, moi je me considère même pas trop comme un photographe, je me considère plus comme un passeur. Et l'idée c'est de passer les messages par tous les moyens possibles. Que ce soit photo, film, peut-être même fiction. Voilà, peut-être faire même. Donc c'est pour ça que même fiction, vous étiez allé au-delà de la photo en devenant réalisateur et tout ça. Voilà. Parce que je pense que la photo c'est juste un moyen. Et il y en a plein d'autres. Et mon but c'est d'utiliser tous les moyens possibles pour passer les messages. D'accord. Voilà. On va arriver sur la fin. Est-ce que vous auriez une référence, que ce soit un livre, un film, un auteur que vous aimeriez partager, quelqu'un qui vous a par exemple inspiré ou quelque chose? Alors la personne qui m'avait inspiré au début pour la photographie, c'était Steve McCurry à l'époque. Quand je me rappelle, quand j'étais ado, je regardais des National Geographic et j'aimais beaucoup en fait, sa touche, ce côté portrait. En fait, quand j'ai fait ce voyage, c'était à la base de faire des portraits de gens. C'est ça que j'avais en tête, c'est pas raconter des histoires, c'était plus faire des portraits, montrer dans un portrait toute l'histoire d'une personne en quelque sorte, à travers le regard, c'est ça que je cherchais. Et je trouvais que lui, il arrivait super bien à faire ça. Et ses photos étaient belles, et donc je m'en rappelle, ça m'avait vraiment inspiré. C'était un peu comme un rôle modèle dans un sens, comme je sais pas si on peut dire un idole, mais quelqu'un que vous... Ouais, en quelque sorte, ouais. Vraiment, à l'époque, c'était vraiment ça. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que Steve McCurry, je l'ai rencontré
quand l'année d'après où j'avais présenté les Bicheneuil, c'était toujours à Perpignan, au festival, et je l'ai rencontré. Et donc je suis content de le voir, et je me suis dit, vous savez, c'est grâce à vous que j'ai aimé la photo et tout ça. Et il me dit, super, et il me dit, tu travailles sur quoi, qu'est-ce que t'as fait? Je dis, j'ai fait le sujet sur les Bicheneuil. Vous avez sûrement entendu. Il dit, c'est toi! Ah, mais c'est génial ce que t'as fait! Et je dis, merci beaucoup, voilà. Et il me dit, tu sais, en fait, moi, j'avais entendu parler des Bicheneuil il y a 30 ans déjà de ça. Mais je voulais toujours faire un sujet sur eux, mais j'ai jamais eu le temps, parce que lui il était beaucoup en Inde. Et j'ai toujours sur autre chose, machin. Et il me dit, franchement, tu l'as très bien fait, bravo. Je suis là, yes. Ça devait être quelque chose. Ah ouais, c'était quelque chose, ouais. C'était court, on a parlé un quart d'heure, 20 minutes, mais c'était énorme. Pour moi, c'était énorme. C'était mon idole qui me dit c'est bien ce que t'as fait. Donc là, l'adolescent, il était. Voilà, très content. Il était refait. Voilà. Ça doit être génial. Est-ce qu'il y a un sujet ou quelque chose qu'on n'a pas abordé que vous aimeriez rapidement discuter? Là, je travaille sur les forêts. Donc ça, c'est un point aussi important. En fait, quand j'étais jeune, je voulais être garde forestier. Et après, ingénieur forestier. Et après, ça a un peu changé. Je faisais des études de biochimie, je fais une maîtrise de biochimie avant de faire l'agro. Enfin, voilà. Mais la forêt, ça m'a toujours touché. Mon premier stage, quand j'étais en 3e ou 4e, je sais plus, je l'avais fait chez un garde forestier. Et donc, la forêt, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Et quand j'ai été contacté il y a moins d'1 an par les fondateurs de Botanique, les propriétaires, qui ont décidé de lancer un fonds de dotation autour de la forêt, en me disant on aimerait bien que tu travailles là-dessus, on te donne carte blanche, toujours dans le travail photographique, et qu'est-ce que tu pourrais nous proposer? Et j'ai tout de suite pensé j'ai envie de donner la parole à la forêt. Donc le projet s'appelle Moi la forêt, donc c'est la forêt qui parle, on donne la parole à la forêt. Et donc j'ai travaillé d'abord en Savoie et Haute-Savoie pour ce projet, et j'ai demandé à Irène Frein, c'est une romancière qui a aussi fait un roman sur les Bicheneuil. On se connaît depuis plus de 10 ans maintenant, on est amis depuis plus de 10 ans, et c'est elle qui a accepté donc de faire les textes, les légendes, de manière très poétique, avec la forêt qui parle, c'est le jeu de la forêt, et au travers de 20 images, 21 images, qui racontent l'histoire. Et là donc ça va être exposé dans tous les magasins botaniques de France pendant plusieurs mois là. Ça va commencer début décembre dans tous les magasins à travers la France, et il y aura aussi une exposition au musée du Mobilier National fin mars, en cadre d'une exposition sur le bois, et ça sera Brigitte Macron et la ministre de la Culture qui inaugure. Donc j'étais là, très bien, cool. Ah oui, c'est bon qu'on puisse dire. Voilà, donc ça c'est vraiment chouette. Et là j'ai continué sur la deuxième série, la deuxième expo sur les forêts méditerranéennes. Je suis rentré il y a quelques jours là, de ça. Et voilà. Et vous parlez vraiment de votre parcours depuis tout à l'heure, je trouve, avec le sourire. Et de fait, c'est pour ça que je voulais vous demander, pour faire un petit rebond sur le podcast, est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un d'enthousiaste? Ouais, je pense. Parce que si on perd ça, c'est très dur de rebondir. Parce que la vie, il y a des hauts et des bas, et il faut rebondir. Et si on n'a pas... moi, c'était la honte pendant le tour du monde là, qui m'a fait rebondir. Mais au fond de moi, j'ai gardé quand même cet enthousiasme. J'avais envie de réussir, et je pense que c'est ça qui permet de surpasser des douleurs, des échecs, parce qu'on a beaucoup d'échecs en fait dans la vie. Donc il faut accepter qu'ils existent et rebondir. Et l'enthousiasme permet de rebondir de manière beaucoup plus dynamique. C'est un ressort, un peu comme le ressort ici, là, voilà. Un ressort qui un peu plus puissant qu'un ressort normal, je pense. Ouais. J'ai l'impression que vous venez de répondre en fait à notre question signature, qui est quel conseil en un mot vous pourriez donner à quelqu'un qui se retrouve dans une situation similaire à celle où vous avez pu être avant de partir, ou au moment où vous cherchiez justement, au moment de cette quête de sens, pour se lancer vers son et pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Il faut croire en soi en fait, et jamais baisser les bras. En fait, il faut être un peu têtu. Il faut s'écouter.
et croire que tout est possible. Voilà. Ça, c'est vraiment de très jolis mots de fin. Est-ce qu'il y aurait des liens, une plateforme sur lesquelles on pourrait rediriger les personnes qui aimeraient découvrir votre travail ou en apprendre plus sur vous? Alors oui, ils peuvent aller sur mon site internet, donc c'est frankvogel.com, où il y a pas tous les reportages, mais il y a quand même une certaine partie. Voilà, donc pour voir les images, les différents sujets. Il y a un Instagram aussi, c'est Franck Vogel. Et voilà, principalement ça. Et après, il y a... je communique un tout petit peu sur Facebook aussi, mais principalement un peu Instagram. Et après, j'envoie aussi des newsletters. Il faut s'inscrire sur mon site, on peut s'inscrire aux newsletters. Et là, une fois, on va dire 2 fois par an, j'ai une newsletter et je donne les différentes actualités. Mais les trucs les plus... vaut mieux suivre sur Facebook ou Instagram où j'annonce les choses quand il y a des expos ou autres. Voilà. Ce sera noté dans la description, comme ça normalement tout le monde pourra retrouver. Merci beaucoup pour votre temps et d'avoir accepté d'intervenir. Je pense que ça pourra en inspirer plus d'un. Merci beaucoup et au plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Épisode qui, je l'espère, vous a permis de découvrir de nouvelles possibilités et pistes de réflexion. Je m'appelle Louane et aujourd'hui je me suis dit « et pourquoi pas ?» Et vous ?